Bienvenue dans cette 18e vidéo, on est à 48 heures de l'ouverture de la billetterie de Devoxx France 2026. Ça se passe sur le site reg.devoxx.fr à 10h pile. Cette année, vous aurez d'abord les places 3 jours qui seront en vente et vous aurez les places 2 jours et 1 jour qui seront en vente jeudi 12 novembre. Dans la série de vidéos que vous avez vues sur cette chaîne, j'ai reconstruit complètement la billetterie de Devoxx France et je voulais prendre un petit peu de temps pour discuter, revoir avec vous et repartager les différents points de vue, des observations, ce que j'ai appris, et je vous montrerai ensuite quelques astuces, notamment l'utilisation des hooks dont on a discuté dans les commentaires des vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage. De quoi on a parlé ces dernières semaines? Je pense que vous avez vu la série de vidéos et on parle d'une révolution dans la façon de coder, le développement avec des outils agentiques comme Claude Code ou Codex CLI. Alors si vous pensez qu'un LLM c'est juste un super Stack Overflow amélioré, non. En fait, je pense vous avoir montré que c'était vraiment quelque chose de différent. Si on reprend un petit peu ce qui s'est passé, on a vu 3 façons d'interagir et d'utiliser donc Claude Code ou Codex CLI. La première façon, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est le plus simple. En fait, le prompt, c'est une question qu'on pose à un LLM et on attend une réponse. Alors c'est mieux que Stack Overflow, mais on reste dans du one-shot et c'est vraiment simple pour répondre à des questions, des tâches relativement simples, mais c'est pas l'intérêt des outils comme Claude Code. Là où on rentre dans quelque chose de plus intéressant, c'est quand on prend les outils comme Claude Code comme un agent et comme un outil avec lequel on va pouvoir travailler. Donc on peut aller un petit peu plus loin, on peut avoir une vraie conversation avec son agent, et c'est une interaction, une conversation. Donc par exemple, vous codez une fonction, vous demandez à Claude Code de revoir votre code, de vous donner des idées. Après, vous rajoutez un test, et puis vous demandez à Claude Code de reprendre dans le corps de votre fonction et de rajouter. Donc là, c'est en fait comme si vous faisiez du pair programming. Et là, dans ce cas-là, on parle plus d'interactive coding, c'est beaucoup plus puissant. Mettez-vous dans cette situation d'ouvrir Claude Code et puis de ne pas lui demander de tout faire, mais de discuter avec lui et de lui déléguer des tâches et de refaire vous-même des choses. Vous verrez, c'est assez sympa. Ça vous ralentira légèrement dans votre flow, mais je pense que vous apprendrez des choses et vous serez surpris. Et la troisième chose, c'est ce qu'on a vu majoritairement dans cette série de vidéos, c'est ce qu'on appelle le Spec Driven Development. Donc c'est vraiment le fait de coder avec un agent et de passer par une série de descriptions de spécifications. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont vous allez entendre parler, je pense, dans les mois qui viennent. C'est vraiment ce développement piloté par les spécifications. Pour moi, c'est le sujet qui monte. Je pense que lors de la prochaine conférence Devoxx France en 2026, on aura des sujets sur ce qu'on appelle le Spec Driven Development. Voilà, c'est pas un mot que j'ai inventé, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Alors ok, on parle de spec. Qu'est-ce que c'est qu'une spec, une spécification exactement? C'est un document structuré qui est plus complet qu'un prompt, qui permet en fait vraiment à l'agent de construire une liste de choses à faire. L'agent va créer une to-do list. Et donc c'est la différence, pour vous donner une analogie, c'est donne-moi quelque chose de sucré pour finir ce repas. Donc ça, c'est très très vague. Voici la recette détaillée du gâteau au chocolat à la poire. J'aimerais que tu me crées ce gâteau, que tu me le fasses cuire et que tu me le serves à 29 degrés avec une crème à la vanille. Donc ça, c'est une spec hyper détaillée. Et si vous donnez en fait une recette de cuisine à quelqu'un et qui suit à la lettre votre recette, vous aurez un gâteau au chocolat et à la poire avec une crème vanille. Donc la spec, c'est vraiment une recette ultra détaillée de ce que vous attendez. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui drivez le résultat. D'accord ? Et une mauvaise perception qu'on fait des outils agentiques, c'est que on leur demande de surprends-moi, quoi. Fais-moi un gâteau sucré. En fait, c'est une mauvaise approche. Il ne faut pas s'en servir comme ça. Il faut s'en servir en ayant en tête un scénario, une idée, ce que vous voulez faire, et en utilisant ces outils-là pour les driver vraiment de façon très précise. Alors, j'ai testé plusieurs approches, mais vous en avez vu 2 dernièrement autour de ce développement piloté par les specs. L'approche que j'utilise majoritairement pour moi, c'est le système de planification, donc ce que j'appelle en français le plan guidé. Ma méthode, elle est relativement simple, c'est j'écris un prompt initial, en français ou en anglais, qui fait 4-5 lignes. Je demande à Claude Code de préparer un plan d'exécution. Il va prendre mon prompt, il va analyser les fichiers,
utiliser les outils MCP, il va me préparer un plan. Je conserve ce plan et je le mets dans un fichier texte que je garde de côté. Je le modifie, je le complète et ensuite quand je suis prêt, je prends ce plan et je le donne à Claude Code et Claude Code va l'exécuter en me demandant des permissions pour avancer. Sur cette approche-là, ce que vous avez dû voir dans cette série de vidéos, c'est que ça marche super bien sur du code existant. Donc ça fait 3 fois que vous écrivez des tests et vous voulez écrire un 4e test. Typiquement, ce genre de choses fonctionne bien. Sur du code avec de l'architecture, pour que ça fonctionne bien, il va être super important que Claude Code ait accès à vos décisions d'architecture, à des schémas, à des fichiers antérieurs et à des prompts antérieurs. Donc c'est pour ça que c'est super important de garder vos prompts et ces plans d'exécution de côté. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin dans quelques minutes. La deuxième approche que je vous ai montrée lors de la 17e vidéo, c'est avec des sous-agents et des outils comme Superpower. Donc là, c'est un cran au-dessus. C'est plus élaboré. On commence par un brainstorming. Ce brainstorming, c'est une suite d'échanges avec l'agent qui va amener jusqu'à une spec assez détaillée. Ensuite, ce brainstorming, ce que font ces outils-là, c'est qu'ils vont construire un plan ultra détaillé. Pourquoi ultra détaillé? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, vous allez diviser le travail. Et comme le plan est ultra détaillé, vous allez pouvoir faire tourner différents sous-agents en parallèle et vous aurez plus vite un résultat et ça prendra beaucoup moins de tokens. Donc ça, c'est plus complexe à maîtriser. Je pense qu'il faut vraiment avoir déjà l'habitude d'utiliser Claude Code et les agents pour pouvoir s'en servir de manière efficace. On est encore sur des choses qui restent au stade d'expérimentation pour moi. J'ai fait aussi un autre projet en dehors des Vox France où j'ai travaillé avec des PRD, des Product Requirement Documents. Donc c'est vraiment une spécification qui explique l'architecture, les contraintes, les objectifs du système. On utilise ça dans mon travail. Et un PRD, en fait, c'est trop gros pour être un prompt et ça serait trop gros pour écrire un logiciel. Par contre, ce que peut faire un logiciel comme Claude Code avec un PRD, c'est qu'il peut le décomposer en plusieurs prompts. Et donc ça, c'est ce que fait Task Manager. Je vous invite à aller voir sur mon blog Le Touilleur Express. J'ai fait une expérimentation l'été dernier pour un projet pour mon entreprise et j'ai utilisé Task Manager pour décomposer en différentes étapes la construction d'une application et c'est quelque chose d'assez magique. Et là, on prend vraiment du recul par rapport à son code puisqu'en fait, on a un gestionnaire de projet qui va prendre différents prompts et qui va mémoriser sous la forme de fichiers Markdown dans votre projet Claude l'avancement. Et parfois, ça va prendre 3-4 jours à implémenter complètement la solution. Alors, avec tout ce qui est PRD, on sort complètement de l'interaction développeur-agent. On est vraiment sur de l'automatisation pure et on est vraiment sur je passe commande du développement de quelque chose et on se retrouve à la fin, je t'explique comment je vais faire ma recette et ainsi de suite. C'est intéressant pour être surpris, c'est vraiment ce qu'on appelle pour le coup le vibe coding. Je pense que c'est pas moi personnellement ce qui m'intéresse le plus parce que j'ai beaucoup aimé itérer, avancer, tester, voir des idées qui marchent, avoir des bugs comme tout projet informatique. Donc personnellement, je préfère l'approche itérative que je vous ai présentée avant. Des petits conseils pratiques pour vous. Je pense que vous m'avez vu évoluer pendant ces une dizaine de semaines. On a fait des vidéos ensemble. Le plus important, c'est sur des longs projets de garder vos prompts et de garder les plans d'exécution que Claude va vous créer. Vous les mettez dans des sous-répertoires. Faites-le. Et si vous avez oublié de le faire, c'est pas grave. Vous allez à la racine de votre compte et vous verrez un répertoire .claude et vous pourrez retrouver l'ensemble des échanges, l'historique des conversations que vous avez eues avec votre session Claude. Donc c'est un superbe outil. Si vous pensiez avoir perdu votre superbe session, en fait je vous explique qu'elle n'est pas perdue. Donc vous allez à la racine de votre Home Directory dans le répertoire .claude et vous trouverez votre bonheur. Donc important, versionnez vos prompts et les plans d'exécution de ces prompts avec votre projet. Moi, personnellement, je me suis créé un répertoire AI et j'ai mis vidéo 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai rangé à l'intérieur. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de fichiers et j'ai demandé à Claude Code d'analyser mes différents prompts et de me les regrouper par famille. Donc, alors ça, c'était de l'architecture, ça, c'était de l'interface utilisateur, ça, c'était du modèle de données, ça, c'était des tests. Et Claude Code sait très très bien faire ça pour créer une histoire de votre projet. Pourquoi je n'ai pas tout mis dans mon fichier claude.md? Le problème, c'est que le contexte, il est limité et on déconseille de dépasser les 3000 tokens par fichier claude.md, sinon vous allez à chaque fois raconter trop de détails
à Claude Code pour faire des tâches unitaires, et ça c'est du gâchis de contexte, et ça peut même le faire un petit peu halluciner. Moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous travaillez, et vous savez que vous allez faire par exemple un travail sur l'envoi des emails asynchrones, dans votre session, vous indiquez à Claude, ici dans la vidéo 12, j'ai implémenté un système de mail, je t'invite à aller voir tout ce qui a été fait, et voici tous les fichiers qui avaient été modifiés à l'époque dans tel commit, et Claude Code aura juste ce dont il a besoin de savoir pour faire son travail. À propos des serveurs MCP, j'ai fait aussi une découverte sur mon environnement professionnel, c'est que moi j'avais 4 serveurs MCP sur notre monolithe historique, donc j'ai utilisé Context7, Chrome DevTools, Playwright et Datadog MCP, et en fait, en discutant avec des collègues, je me suis aperçu que sans rien faire, ces 3 serveurs MCP prenaient 30% de ma fenêtre de contexte à 200 000 tokens de Claude Code. Et en fait, c'est beaucoup trop. Surtout qu'en fait, Datadog MCP, je m'en sers exceptionnellement avec de la prod, et que Playwright, j'en ai besoin que uniquement pour générer des tests unitaires. J'en ai pas du tout besoin pour exécuter ces tests. Donc ce que je vous conseille, c'est que sur les serveurs MCP, faites /MCP dans votre terminal, et vous pouvez disable très facilement les serveurs que vous n'utilisez pas. Faites-le, ça va vous réduire votre fenêtre, ça va vous augmenter le nombre de tokens que vous pourrez utiliser pour vous. C'est super important. Dernière partie, sans rentrer dans des trolls, je voulais quand même reparler des choses que je vous avais dit dans la vidéo 1 ou 2, je m'en souviens plus. Le langage de programmation compte énormément sur les tokens. Si vous prenez un langage comme Golang, qui a été utilisé pour faire la billetterie, là, il y a 25 mots-clés, relativement simples, et avec 25 mots-clés, on s'en sort très bien. Si vous prenez Python, il y a 35 mots-clés, et si vous prenez Java, il y en a plus de 50. Alors, c'est parfois mieux d'être ultra descriptif et d'avoir accès à une sémantique plus puissante. Donc, ça serait rédhibitoire, ou ça serait réducteur, de dire que Go est mieux que Java pour faire du Claude Code, mais simplement garder en tête que la syntaxe du langage, la verbosité du langage a un coût sur le nombre de tokens. Deuxième sujet intéressant, typage et token. Si on pense à des langages comme TypeScript, Rust, Java ou Go, ou Scala, on est sur du typage statique fort. Et donc, avec des choses comme Context7, Claude Code est capable de comprendre ces langages et d'avoir accès à des outils. Et quand on génère du code et qu'on lance des linters, le fait d'avoir du typage statique, c'est énorme, c'est vraiment bien. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même une différence avec des langages non typés comme PHP, JavaScript ou Ruby. Et Python aussi. Alors Python, depuis la 3.5, on a ce qu'on appelle les types ints. Ça reste du typage dynamique. C'est pas du type Erasure comme en Java, ou la réification comme en C#, mais sur Python, ça marche plutôt honnêtement très très correctement. J'en fais plusieurs heures par jour sans aucun souci, ça marche bien. Et puis enfin pour terminer, l'écosystème, je me rends compte qu'il évolue. Depuis plusieurs mois que je travaille sur ces outils-là. Il y a déjà plus de 400 outils différents. Il y a des clones de Claude Code qui sont très marrants. J'ai testé Codex CLI avec vous. J'ai exploré différents modèles. Au début, quand j'ai commencé mes vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je faisais de la planification avec Opus et l'exécution avec Sonnet. Et quand Sonnet 4.5 est sorti, qui est quand même 3 fois moins cher que Opus, j'ai utilisé que Sonnet 4.5 là, depuis la vidéo 14 ou 15, je sais plus. Et honnêtement, je m'en sors très bien et le site fonctionne et j'ai pas eu l'impression que c'était moins bien. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que dans le futur, sur des spécifications ou des super prompts qui seront des cas récurrents, il nous faudra une espèce de registry. C'est-à-dire que par exemple, si demain je veux rajouter l'authentification OAuth2 sur la registration de Devoxx France, alors oui, je peux demander et essayer de me souvenir comment on fait, et ainsi de suite, mais en vrai, idéalement, j'aimerais bien avoir des modèles de specs que je pourrais charger dans mon contexte, que je pourrais amender, et qui pourraient immédiatement me donner le résultat attendu en expliquant à Claude Code les tests attendus, la façon de vérifier si ça marche, et ainsi de suite. Donc là, il y a déjà des outils comme Tessel et comme GitHub qui se sont mis sur ce créneau, et je prédis, à mon avis, que l'on aura des outils de partage de spécifications. On pourra déjà le faire sur des projets open source.
Mais le futur, c'est pas forcément le code. Le futur, c'est peut-être le partage de spécifications pour faire des choses. Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Les amis, dans cette petite séquence, je voudrais vous montrer en fait comment j'arrive à avoir un petit son qui se joue quand Claude Code a terminé de faire quelque chose ou quand Claude Code a besoin que je revienne regarder ce qu'il est en train de faire. C'est super pratique en fait parce que j'ai honnêtement tendance à lancer Claude Code, à le laisser fonctionner et à faire autre chose. Et du coup, je trouve ça super sympa qu'il me joue cette petite musique là que vous avez entendue dans les vidéos plusieurs fois. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, vous lancez Claude Code et simplement vous tapez la commande /hooks. Les hooks, c'est quoi? Ce sont des commandes shell sur votre système qui peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi. Il faut faire attention, il peut y avoir des risques de sécurité. Vous pouvez très bien lancer, je sais pas moi, un linter pour reformater les fichiers, ainsi de suite. Moi, personnellement, j'utilise 2 hooks que je vais vous montrer. Alors déjà, à quel moment ou quel type de hook event on peut avoir sur le système? Donc il y a une liste qui est plus longue que l'écran là. On peut l'avoir avant l'exécution d'un outil, après, lorsqu'une notification est envoyée, quand l'utilisateur envoie un prompt, quand on démarre une nouvelle session, juste avant que Claude termine sa réponse, donc ça c'est pas mal. Aussi quand les sous-agents fonctionnent et notamment au moment où il va y avoir un compactage de la conversation. Et donc moi, j'en ai un au niveau du stop et je dois en avoir un, si ma mémoire est bonne, au niveau de la notification. Alors on va vérifier ça. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait sur mon Mac, j'utilise un utilitaire qui s'appelle AFplay et je lui ai donné un MPEG-3 qui se trouve dans un répertoire documents sur ma machine. Et c'est le fameux petit son que vous entendez maintenant, qui est celui que je joue quand en fait Claude Code souhaite attirer mon attention. Donc la commande, vous la retrouverez dans les notes de cet épisode si vous voulez faire pareil. Alors c'est parce que je suis sur Mac et j'imagine que sur Windows ou Linux, il doit y avoir l'équivalent. Et donc l'autre que j'utilise, ça doit être Stop, je crois. Voilà, et donc Completion, c'est ce son-là que vous entendez quand Claude Code a terminé une session pour m'annoncer fièrement le résultat. Alors vous pouvez en mettre d'autres, hein, il en existe pas mal, et vous pouvez aussi les désactiver complètement. Et ce qui est pas trop mal, c'est qu'en fait il y a un léger timeout entre le moment où Claude Code lance cette commande et vous entendez le son. Et en fait quand je suis en train de travailler et je reprends la main, Claude Code ne va pas jouer ses hooks systématiquement. Et en fait, il va le faire vraiment lorsqu'il est mis de côté et que vous utilisez d'autres fenêtres. Et c'est super pratique. Voilà, donc c'était juste une petite astuce dans cette 18e vidéo déjà.